Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Stéphane Roder, avec Alexandre Pinault et Manuel Davy. Je vais les laisser se présenter dans quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Fabien Foussard, je suis en charge des alliances et des partenariats chez Veka. Alors Stéphane, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ainsi que AI Builders? Bonjour, merci Fabien. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Roder, le PDG de AI Builder. AI Builder, qui est un cabinet de conseil en stratégie IA. Nous définissons la stratégie d'augmentation de la performance de nos clients à travers des schémas directeurs IA qui leur permettent en fait d'industrialiser le déploiement de leurs gisements de gains de performance liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci Stéphane, c'est très clair. Alexandre, je vais vous demander de vous présenter, peut-être pas IBM, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent IBM, encore que, mais je vous laisse la main pour vous présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je représente des activités de conseil chez IBM. Je suis directeur de la pratique de conseil en stratégie. Et notre métier, c'est d'accompagner nos clients pour démontrer l'impact de l'IA sur le business de nos clients en termes de revenus, d'optimisation de coûts et de transformation. Donc, on accompagne un certain nombre d'acteurs, à la fois en France et au niveau global. On va en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre. Alors Manuel, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bon, c'est toi, hein, donc on va pas être hypocrite, on sait qu'on se tutoie et qu'on se connaît. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que Vekia, s'il te plaît, et la cité de l'IA, puisque tu es aujourd'hui avec une double casquette, évidemment Vekia pour ceux qui nous connaissent, mais également la cité de l'IA qui est peut-être un peu moins connue, à part les initiés, bien sûr. Merci Fabien. Donc, effectivement, je suis Manuel Davy, je suis un ancien chercheur en intelligence artificielle au CNRS à l'INRIA. Et donc, j'ai créé Vekia il y a 12 ans aujourd'hui. Donc, Vekia, c'est la plateforme en fait, basée sur la data pour aider les entreprises à mieux gérer leurs approvisionnements de manière très opérationnelle. Donc, c'est au service des demand planners, des approvisionneurs, pour les aider à faciliter leurs tâches du quotidien. Et puis sinon, comme tu l'as cité, la Cité de l'IA, c'est une initiative que je pilote à titre bénévole avec les entreprises de la région des Hauts-de-France. Et l'objectif, c'est effectivement d'aider les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité, à embrasser le sujet de l'intelligence artificielle pour gagner en performance, gagner en compétitivité et au final développer de l'emploi dans la région. Merci Manuel. Vous avez tous vu le titre du webinaire. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle vous êtes inscrits, au-delà de la présence évidemment de Stéphane, Alexandre et Emmanuel. C'est l'adoption de l'IA dans les entreprises et le fait de gérer l'urgence. L'IA aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'IA. Il y a déjà des choses qui existent, des testimonials, vraiment des succès. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Et on tenait vraiment, avec ce panel, avec Stéphane, avec Alexandre et Emmanuel, revenir sur cette notion d'urgence. Est-ce qu'on en est vraiment là, en France, à devoir vraiment, comment dire, accélérer et faire en sorte que justement on puisse en bénéficier, ou est-ce qu'on a un petit peu de temps avec nous? Donc vraiment, voilà, il y a un chat qui est ouvert, hein, pour ceux qui assistent en live et qui ne sont pas en replay. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin, puisqu'on imagine aussi, tous les quatre, qu'une grande partie des réponses seront apportées tout au long de l'échange. Stéphane, je vais commencer avec vous. Depuis que vous avez créé AI Builders, comment est-ce que vous ressentez l'évolution justement du sujet de l'IA dans les entreprises? Ça va vite, ça va très vite. Comment vous percevez-vous justement l'évolution depuis vos premiers échanges à aujourd'hui? Et en plus, on ne parle même pas de Covid qui a peut-être eu encore un impact sur la question. Eh bien, oui, c'est une excellente question, Fabien. En fait, on voit depuis 2 ans et surtout maintenant une vraie prise de conscience, en fait, de l'apport de l'IA en termes de performance et de la nécessité absolue d'avoir une stratégie data et IA. En fait, on voit les organisations aujourd'hui passer de ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les POC, les Proof of Concept, qui était en fait de ce qu'on appelle le foisonnement. Et c'était un peu essayez et on verra et habituez-vous. Aujourd'hui, on a les directions générales. Regardez, ne serait-ce que le PDG de la Poste qui dit il faut utiliser de l'IA. Et maintenant, on voit les directions générales prendre les choses en main et maintenant, non plus avoir du bottom-up comme avec l'innovation, mais du top-down.
Les directions générales prennent le lead et demander à leurs équipes de mettre en place de vraies stratégies et de déployer de l'IA pour justement maintenir la compétitivité et augmenter la performance. Merci Stéphane, c'est très clair. Donc en fait, voilà, de l'évolution qu'on voit avec des gens qui étaient en charge de l'innovation, qui lançaient des initiatives avec une prise de conscience. On savait, mais maintenant on prend conscience et avec quelque chose qui est piloté par les directions en général. Manuel, dans le monde, alors je parlais plutôt évidemment sur la partie supply chain pour commencer, mais dans ce monde qui est tellement complexe de la supply chain avec tellement de données, et je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler avec Alexandre tout à l'heure avec des initiatives d'IBM. Il est clair que la complexité, c'est un vrai sujet, la partie data dans la supply chain, c'est un vrai sujet. Quel est ton sentiment, puisque toi, évidemment, nativement, avec Vekia, tu es IA, entre guillemets, par nature, hein, il n'y a pas le choix pour traiter autant de data et sortir des corrélations et des probabilités pour des prévisions. Comment tu vois l'évolution entre 2007, au moment où tu lances Vekia dans sa première vie, et aujourd'hui? Alors, je dirais le sujet de l'optimisation de la supply chain est un sujet permanent dans les entreprises, avec une prise de conscience qui s'est faite effectivement de manière graduelle. Les premiers rendez-vous qu'on a fait en 2007 ou 2008, les gens nous prenaient pour des fous, ils trouvaient ça intéressant, mais ils n'avaient absolument aucune idée de savoir si c'était de la science-fiction ou si c'était réaliste. Et donc, il y a une première partie de travail qui a été de démontrer que ça fonctionnait, avec des technologies de l'époque. Donc, c'était des bases de données traditionnelles, relationnelles, etc. Donc, il a été nécessaire de faire une première génération d'IA sur un sujet aussi critique que la supply chain. Donc, pas dans le cloud parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à ce moment-là, avec des technologies, je dirais, standards à ce moment-là. Et depuis à peu près 2017-2018, on voit que l'arrivée du cloud dans les écosystèmes critiques des entreprises fait que, en fait, ça offre des possibilités beaucoup plus larges en termes de cas d'usage, parce qu'en fait, on accède plus facilement à la data et à la puissance de calcul. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de déployer des cas d'usage à grande échelle dans les entreprises dès lors qu'elles l'ont décidé. Donc ça, c'est la composante technologique. Et puis la composante état d'esprit, c'est qu'effectivement, les entreprises sont passées de l'idée c'est intéressant à c'est important, à il me le faut, à une nouvelle étape qui est maintenant comment je fais pour l'avoir rapidement. Et donc, cette évolution-là, on l'a vraiment suivie sur les 3-4 dernières années. Et très clairement, le Covid est un élément accélérateur, hein, puisqu'il renforce, si je fais un aparté 2 secondes sur la supply chain, le prix du container a explosé, le prix des matières premières augmente, il y a des pénuries. Donc, les entreprises, elles sont complètement chamboulées dans leurs habitudes en termes de supply chain. Et là, maintenant, c'est fini de rigoler, entre guillemets, hein, si je peux dire comme ça. Il faut vraiment s'en emparer et c'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Merci Manuel. Alors, Alexandre, IBM, pour beaucoup d'entre nous, évidemment, c'est Watson. Alors, évidemment, c'est plein de choses avant, mais on ne va pas refaire l'historique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un énorme effort de communication. Il y a eu quelque chose, franchement, peut-être il y a 5-6 ans, hein, où vraiment, avec Watson, IBM, sur la partie IA, franchement, ça a déroulé avec des cas d'usage dans le monde des services, hein, sur la partie NLP. Moi, je me souviens notamment du Crédit Mutuel, puisqu'à l'époque, c'était un client. Donc, voilà, on regardait un petit peu ce que faisait aussi IBM là-bas. Mais quel est justement le ressenti d'IBM? Quel est votre ressenti à vous, Alexandre, sur justement l'évolution de la nature des projets? Forcément, ça fait très longtemps qu'on vient vous voir pour des projets de nature informatique complexe. Hein. Évidemment, on ne vous demande pas de déployer des formations Excel, ça c'est évident. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution justement dans la nature des projets que vous menez, peut-être même au niveau d'ailleurs des attentes? Est-ce que Watson continue d'être un fer de lance, une solution parmi d'autres? Alors déjà, juste pour Watson, c'est une marque avec un certain nombre de solutions derrière. Donc effectivement, on a certaines références en France, notamment sur Orange Bank ou Crédit Mutuel, qui sont assez connues sur de l'interprétation du langage, hein, que ce soit du langage écrit, un liste d'email, ou que ce soit du chatbot ou même du vocal. Donc on connaît surtout Watson cette partie-là, ou la partie Géopardie ou intelligence artificielle de dialogue avec la machine. Mais ce qu'on voit beaucoup moins, c'est que c'est un certain nombre de solutions qui sont derrière. Ça peut être de la supply chain, ça peut être de la compréhension d'intention. On a beaucoup d'API, en fait. C'est-à-dire que Watson, aujourd'hui, c'est un catalogue d'API. On a des API pour traiter du langage, mais aussi des API pour comprendre l'intention, l'émotion. Donc, on a un certain nombre de choses, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on pousse comme étant des accélérateurs chez nos clients, d'accord? Mais la tendance, c'est que les clients ne sont pas monotechnologie, ne sont pas monosolutions, d'accord? Donc moi, d'un point de vue service avec nos équipes, on travaille à la fois avec des solutions de Google, des solutions d'AWS ou des solutions de Microsoft,
Et aujourd'hui, les clients, ils ont de tout. Ils ont de tout parce qu'ils veulent la meilleure solution pour le meilleur cas d'usage. D'accord. Watson, c'est un accélérateur. Et aujourd'hui, on a des solutions type Watson Studio qui permettent d'agréger différentes solutions dans un univers unique de développement. D'accord. Mais ce que veulent surtout les clients, c'est de l'impact sur leur business. D'accord. Et donc, on a vraiment une discussion, et je reprends ce que disaient aussi Emmanuel et Stéphane, c'est que les clients aujourd'hui sont concentrés sur des économies, sur de l'efficiency. L'avantage d'avoir à côté de nous des équipes logicielles nous permet tout de suite de démontrer, au-delà du proof of value ou du POC, des résultats tangibles avec des mesures de ROI qui ont été faites sur des cas d'usage. Donc, on est sorti de l'ère un petit peu apprenti sorcier, on va tester des choses. Aujourd'hui, tout existe sur le marché. Techniquement, pratiquement tout existe. La grande complexité, c'est de le rendre concret pour le client, de rentrer dans son système d'information, de faire le lien avec ses données et de faire du sens pour les métiers. D'accord. Donc, c'est vraiment une logique de transformation et d'écosystème plutôt que de technologie aujourd'hui, parce que 90% des cas d'usage, on les connaît déjà, les clients les connaissent aussi, mais juste on n'arrive pas à les mettre en place parce qu'en fait, ça demande une transformation, ça demande des mindsets, on va y revenir après, des méthodologies, des compétences différentes. Voilà. Mais effectivement, le marché va de plus en plus sur une logique d'écosystème. Et le deuxième point que je dois rajouter, c'est que même nos clients entre eux, parce que quand on parle de supply chain ou de retail ou d'autres acteurs, ils sont sur une chaîne de valeur. D'accord. Et donc, ils vont tous devoir aussi partager leurs données pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit beaucoup plus efficace. Vous avez parlé tout à l'heure du fret. La chaîne de valeur du fret, ça va être un constructeur automobile, ça va être un transporteur, ça va être un livreur, ça va être un fabricant de pièces détachées, typiquement. Ben, tous ensemble vont devoir partager de la donnée pour pouvoir faire levier sur ces cas d'usage et tirer parti d'IA. Donc, c'est surtout ça la tendance qu'on voit aujourd'hui, c'est la création d'écosystèmes et aussi d'allier l'IA à de la blockchain en termes de traçabilité et d'effet de levier. On voit bien en fait dans le côté justement prise de conscience, le côté voilà, on connaît les cas d'usage, on voit ça et on passe justement dans le côté opérationnel. En tout cas, on cherche à aller dans le monde opérationnel et le besoin a été défini. Stéphane, j'ai quand même une question. Vous accompagnez beaucoup de COMEX en France notamment. Donc, c'est ce que vous disiez, hein, vous êtes vraiment maintenant au cœur de discussions de cette volonté de transformation, rappelée aussi par Alexandre. Alors, il y a une question, parce qu'on parlait d'urgence tout à l'heure. Est-ce que la France, selon vous, on est en retard? Est-ce que c'est un trompe-l'œil? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai parfois pour certains secteurs? Est-ce que c'est complètement faux pour certains? Quel est votre ressenti justement aujourd'hui dans à la fois le niveau de maturité et le côté réel? D'accord. Au-delà parfois de la prise de conscience, c'est évidemment un indicateur, mais même dans le côté opérationnel, comment se situe la France selon vous dans ce que vous pouvez percevoir avec vos collaborateurs tous les jours? Mais écoutez, moi je dirais que la France se situe bien. D'une part parce que elle a la chance d'avoir certainement les meilleures solutions, parmi les meilleures solutions. Regardez, Dataiku est devenu une licorne, Vekia, je n'en ferai pas ici la publicité, mais on a, je pense, certainement les meilleures solutions. Ce qui fait qu'au final, on a à notre disposition beaucoup de choses pour venir augmenter la performance des entreprises avec des solutions qui fonctionnent. On a quitté un peu le make pour aller sur le buy. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer en France. En France, il y a cette prise de conscience justement que ce que disait exactement Alexandre, hein, tout existe, il n'y a rien à inventer. Et je dirais la seule différence avec nos amis chinois et américains, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le AI by design. C'est-à-dire que on est en train de revoir, effectivement, on a beaucoup de choses installées, il faut d'abord revoir ce qui existe. Mais la création de nouveaux services avec de l'IA dedans, c'est pas encore ça. Alors que, vous le savez très bien, il y a des risques de réintermédiation comme on avait eu dans le web avec l'IA, des intermédiaires qui vont venir s'intercaler entre une société et ses clients, faire de la reco, utiliser la donnée des clients ou la donnée de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est pas encore dans le mindset des Français. Ce qu'il y a de bien, c'est ce que je disais en introduction, hein, c'est que maintenant, on a vraiment une vraie prise de conscience au plus haut niveau, dont pratiquement, moi, je dirais, 40% des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises, plutôt
encore orienté grand groupe quand même. On a les ETI, les grosses ETI, hein, qui commencent à comprendre que c'est une nécessité parce que, pour le coup, elles voient les gros l'avoir fait, être rentrés dedans, et se disent, mais pourquoi pas moi? Et là, pour le coup, bah oui, nous, on commence à faire des schémas directeurs avec des très grosses ETI. Et c'est en train de devenir normal de faire sa transformation de data et IA, chose qui n'était pas vraie il y a 2 ans. Et je pense qu'on n'a pas à rougir vis-à-vis du reste du monde. On est très bien positionné. On a en plus la chance d'avoir un gouvernement qui a compris, qui, je vous le rappelle, dans le plan de relance, a inscrit des dispositifs qui s'appellent IA Booster pour justement permettre aux ETI de se doter de schémas directeurs ou en tout cas de trajectoires leur permettant d'intégrer l'IA. Donc globalement, moi je trouve que on avance bien, on avance à la bonne vitesse. Il reste encore, comme toujours, hein, des gens à convaincre. Moi, les dirigeants de grandes entreprises qui me disent je ne comprends pas pourquoi j'aurais besoin d'un chief data ou un chief digital officer. Bon, eux, c'est indécrottable. Il y a encore du boulot à faire. C'est des gens qui, je pense, malheureusement, vont disparaître s'ils ne bougent pas dans les. Bon, on revient à l'urgence, là. Mais c'est des gens qui n'ont pas compris. Et il en reste encore. Il reste encore une bonne vingtaine de pourcents des entreprises et des grosses, hein, des très grosses. Hein. Voilà. Bon, mais c'est en train de changer. On est encore dans une année charnière, mais encore une fois, on n'a pas à rougir. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je vais revenir du côté de toi, Manuel, où on parlait justement de la complexité de la partie supply chain, etc. Je te pose la question aussi, on est en retard ou pas par rapport à d'autres acteurs justement sur cette intégration de cette technologie de façon systématique? C'est vrai qu'on en parlait aussi un petit peu avec Alexandre, avec Stéphane, pardon, et Alexandre, le côté systématique ou d'y aller par palier, par cas d'usage et tout. Mais quel est ton ressenti aujourd'hui justement sur les entreprises, puisque quand même une grande part ont besoin de supply chain? Alors, je dirais, il y a effectivement du retard, mais il n'est pas forcément géographique, plus en France qu'ailleurs. Il est par rapport à des acteurs qui sont devenus dominants sur le marché. Et ça va dépendre des secteurs, évidemment, mais si on prend un exemple évident qui est la distribution, on voit bien que des acteurs comme Alibaba ou Amazon, ils ont intégré de l'IA dans leur modèle économique très tôt, ce qui leur permet aujourd'hui de placer la barre très haut en termes de ce qu'on appelle l'effet Amazon, c'est-à-dire beaucoup de choix, pas cher très vite. Et ça, c'est un énorme défi en fait pour les supply chains des entreprises qui n'ont pas vraiment pris la mesure de ce changement de comportement des consommateurs en B2C, qu'on voit arriver aujourd'hui également en B2B, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des gens qui achètent un smearmog d'acier sur Internet, quoi, hein, parce que c'est devenu l'usage à la maison, donc on apporte cet usage aussi au bureau. Et donc, dans ce contexte-là, les supply chains, elles sont vraiment mises dans une compétitivité importante. Je rajoute là-dessus des évolutions de fonds qui sont en cours. Hein. On a à la fois les contraintes environnementales qui sont très importantes et qui pèsent beaucoup sur la supply chain avec le transport, le stockage, les surfaces agricoles, etc. On va avoir aussi les contraintes, je dirais, qui sont liées à des disruptions massives liées à des phénomènes soit de pénurie de matières premières, soit de problématiques géopolitiques. Et donc, en fait, il faut se doter d'une capacité d'agilité dans la supply chain qui est aujourd'hui quasiment inaccessible pour une bonne partie des acteurs. Non pas qu'ils n'aient pas des bonnes solutions, mais ils ont des solutions qui ont été pensées pour un monde stable. Et donc, aujourd'hui, un des grands enjeux, justement, c'est pour les entreprises de prendre compte du rehaussement de l'attente des clients et de l'instabilité des hypothèses qui étaient les leurs pendant des dizaines d'années pour certaines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les enjeux sont énormes, hein, parce que la supply chain, ça touche toute l'industrie mondiale, avec des secteurs qui sont très exposés aujourd'hui. On parle de la distribution avec la montée en puissance de l'e-commerce. Il y a la santé aussi qui est mise à contribution fortement en ce moment avec le Covid et qui met en lumière aussi ses propres manquements. Donc, il y a énormément de travail dans les supply chains. Et comme l'a dit très bien tout à l'heure Alexandre ou Stéphane, il y a des solutions sur étagère existent. Alors évidemment, chez Vecchia, on en a, mais on n'est pas les seuls à proposer pour différents usages dans la supply chain. En tout cas, c'est aujourd'hui, à mon sens, une hérésie de vouloir faire in-house des solutions comme ça. Il n'y a juste pas le temps. Je rappelle, quand on fait un projet in-house là-dessus, ça met entre 18 mois et 3 ans.
Et puis quand on a fini, on est en retard, puisque la technologie a continué d'évoluer, et en plus, on a créé de la dette technique. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. On y reviendra avec Alexandre, notamment sur le moyen, même quand on décide de le faire en interne, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Alexandre, évidemment, IBM, c'est un acteur footprint mondial. Vous êtes finalement, c'est une superbe tour de contrôle pour observer un petit peu ce qui se passe. Justement, sur votre vision au monde, sur le monde asiatique, sur le monde nord-américain, sur le monde européen, comment se situe la France là-dedans? C'est quoi à la fois votre ressenti peut-être personnel par rapport à des projets que vous avez pu mener vous-même, Alexandre, et même celui de l'entreprise? Est-ce qu'elle travaille différemment sur ce sujet-là pour gérer justement cette urgence et ce niveau de maturité? Ou alors, finalement, on est dans une démarche programmatique qui est vraie au niveau mondial? Alors, il y a beaucoup de questions. Mais oui, je suis désolé, c'est vraiment des grandes questions. Des grandes questions. Non, mais déjà, pour répondre au point de Manuel, aujourd'hui, les investissements dans l'IA, ils sont massifs. Donc, quand on regarde les grands leaders, c'est plusieurs milliards de dollars d'investissement par an. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas développer ses propres solutions. Et quand on veut être au niveau des leaders du marché, ça nécessite quand même d'avoir des budgets conséquents. Nous, on dépose à peu près 9000 brevets par an. Donc, on est leader de brevets depuis 20 ans, mais on voit bien l'effort que ça nécessite. Et on a une vision sur un certain nombre de labs dans le monde. Donc, effectivement, cette tendance, on la sent. Et on voit bien que même nous, on doit faire des choix. On doit faire des choix sur certains sujets sur lesquels on investigue et d'autres sur lesquels on est en partenariat parce qu'on considère qu'on n'a pas la meilleure solution du marché ou parce qu'on n'a pas les meilleures expertises. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on investit aussi localement. Donc, on a développé tout un plateau autour de l'IA sur le plateau de Saclay, donc avec des écoles, parce qu'on considère qu'effectivement, la France a beaucoup d'expertise, notamment sur les mathématiques appliquées, les statistiques qu'on n'a pas d'autres pays. Donc, je pense que ça, c'est un vrai vivier. Ce que disait Stéphane tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas à rougir au niveau international. On a beaucoup de talents en France. Ce qu'il faut, c'est les mettre à profit. Pourquoi? Parce que, heureusement ou malheureusement, en tout cas, il y a beaucoup de contenu qui est en anglais. Il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent dans des langues anglaises, typiquement. Et quand on veut l'adapter sur un marché qui est français, par rapport aux États-Unis ou d'autres marchés, on a un petit marché. Donc, en gros, les acteurs, même les acteurs français, type DataIQ, ont plutôt tendance à lancer directement leur logiciel sur des marchés américains, parce que là, on a de l'hyperscaling, ce qui n'est pas le cas de la France. Quand on prend compréhension du langage, quand on a des statistiques sur des douanes, des chargements de camions, c'est des normes européennes, c'est des normes GDPR qui sont plus spécifiques que le marché global. Donc ça, c'est un point important. Mais au-delà de la partie technologie, il y a aussi des innovations d'usage. Et je pense que c'est le point, Fabien, que tu voulais mentionner, c'est que nous, on a fait un projet international pour un acteur de la logistique. On a vu beaucoup d'innovations d'usage, notamment à Shanghai, qui n'étaient pas forcément d'innovations. Et en fait, on part de rien, on construit un entrepôt en 40 heures, on lance une nouvelle usine en quelques semaines, on va tout de suite créer des choses from scratch. Et en fait, on trouve des usages parce que les personnes se débrouillent, ont l'habitude de se débrouiller, et que c'est pas forcément aux États-Unis où on a les meilleures innovations. Un exemple quand on fait du fret, on doit passer par un dédouanement. Sur la partie Long Beach au bateau, c'est des documents papier très complexes avec l'immigration, les douanes américaines. Et en Chine, tout a été digitalisé. Voilà, donc il n'y a pas de papier. Donc comme il n'y a pas de papier, c'est des QR codes sur les téléphones, c'est des conteneurs qui sont scannés. Donc il n'y a personne dans les entrepôts, il y a simplement des caméras. Et donc ils ont des gains de productivité assez importants. Alors qu'on pense plutôt que les gains de productivité sont des pays qui sont plutôt high cost, en fait, type US. Mais on voit ce type d'initiative par l'usage, en fait, parce qu'on a créé from scratch des choses en se disant on n'a pas besoin d'introduire de la complexité sur des papiers ou des procédures parce que ça n'existe pas. Voilà. Donc, ils partent feuille blanche et ils sont vraiment dans qu'est-ce qui convient au client, dans l'employé de journée ou le customer de journée pour travailler sur la vélocité et la livraison. Donc, quand on voit des choses comme ça, on essaie de le capter et de le partager avec des clients européens pour travailler, ce que je mentionnais tout au début, c'est sur la transformation, la simplification des choses, parce qu'il ne faut pas croire que l'IA va simplifier tout. En fait, l'IA va pouvoir faire des tâches sur une succession de processus, mais ce qui est important, c'est d'associer une démarche de lean, de simplification, et de ne pas simplement essayer de traiter un problème complexe par de l'IA. Il faut juste peut-être qu'on n'a pas besoin de ce problème complexe, parce qu'on peut le simplifier. Voilà, c'est la première démarche, c'est simplifier les choses. Et en France, on a quand même un don pour complexifier les choses, donc on le voit bien en ce moment. Donc, je pense que c'est allier vraiment l'innovation technologique pure. Il y a des investissements massifs et trouver là où est le bon partenaire. Avec la partie usage. Et le dernier point pour moi, c'est l'ensemble des écosystèmes secrets
avec autour, en fait, des acteurs innovants qui sont des acteurs de niche, des acteurs très spécifiques. Voilà. Stéphane, on a parlé d'un point de vue général. On voit qu'évidemment, je pense que ce qu'a dit Alexandre, sur même sur des niveaux réglementaires, sur des éléments de changement finalement qui peuvent exister en fonction aussi de la taille de l'entreprise, de son histoire. Évidemment, si je crée une usine des process il y a quelques mois, évidemment, c'est un petit peu différent de si je m'appelle Total, Elf ou si je m'appelle Saint-Gobain. Et encore une fois, c'est normal. Vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane, des ETI, qui sont également au cœur de la stratégie de transformation, surtout en France, par rapport à nos stratégies industrielles et de réindustrialisation. Est-ce que, selon vous, on a évoqué tout à l'heure aussi la partie pharma, la partie distribution, de toutes les entreprises que vous avez pu voir, et vous avez vu quand même les plus grandes ces derniers temps, quelles sont celles qui sont le plus en avance et pondérées par quelles sont celles qui doivent investir massivement dans la partie IA parce que globalement la concurrence, elle s'accroît. Ça a été évoqué avant avec le risque justement, vous le disiez vous-même, d'être des intermédiaires. Et c'est vrai que c'est un élément important. Pour vous, justement, sur cette partie-là, quels sont les secteurs les plus en avance et ceux qui doivent vraiment se rattraper leur retard? Est-ce que c'est possible? Oui, alors moi je dirais que en fait c'est IBM Watson qui a donné l'exemple. En commençant par le crédit mutuel, en fait la réponse est là. C'est-à-dire que effectivement les entreprises qui ont en leur cœur des gros systèmes d'information ont besoin en fait de faire ce qu'on appelle nous la désédimentation des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que ça s'est empilé, ça fait 40 ans que ça s'empile, ça fait 40 ans qu'on ne trouve pas de solution pour les rajeunir. Pour le coup, avec l'IA, on est capable d'avoir du ROI en revoyant de fond en comble un process, et en renvoyant de fond en comble un système d'information. Donc, c'est pas un hasard si les banques et les assurances, pour le coup, sont très en pointe sur l'introduction de l'IA. Maintenant, c'est pas les seuls. Alors maintenant, il y a une autre partie qui est importante et je reviens sur le point d'Alexandre, ce côté AI by design de penser en fait des services sur une feuille blanche avec de l'IA. On l'a vu arriver avec Lemonade.com, qui, je vous rappelle, fait de l'assurance habitation. Vous prenez la photo en fait de votre dégât des eaux 90 secondes après, vous êtes remboursé dans 70% des cas. Et ben c'est une révolution. D'accord? Donc, en fait, il y a non seulement cette histoire de réintermédiation, mais il y a ces nouveaux entrants. Il va y avoir des nouveaux entrants. Et moi, ce que je dis à mes clients, tous secteurs confondus, c'est que, oui, c'est vrai, Lemonade.com, c'est une révolution pour le secteur de l'assurance, mais dans votre secteur, quel qu'il soit, l'IA va être une révolution. Ça va révolutionner le business model, révolutionner les prix, la chaîne de valeur, et donc, il faut s'y mettre. D'accord. Merci Stéphane. Manuel, justement, peut-être avec ta casquette de la partie cité de l'IA, quels sont selon toi, parce que voilà, tu es aussi à la genèse et tu vois beaucoup d'entreprises, et c'est vrai que le nord de la France est intéressant parce qu'il y a le monde de la distribution, il y a aussi le monde industriel, il y a aussi beaucoup de nouvelles technos, il y a aussi les banques, hein, on en parlait avec Crédit Mutuel. Je rappelle que, en tout cas, dans sa partie non Arkea, Crédit Mutuel est plutôt basé dans le nord. Comment tu vois justement les secteurs et les industries les plus soit en peine et celles qui sont les plus en devoir, oui, en obligation également de se pencher rapidement sur le sujet et pourquoi? Donc, je disais, ce qui fait vraiment la différence, c'est la vision des dirigeants. C'est-à-dire que les entreprises, c'est à nouveau pas tellement sectoriel. Évidemment, il y a les différences naturelles qu'a présenté Stéphane dès lors qu'il y a un gros problème à résoudre. Par exemple, dans le domaine de la banque, quand ils ont dû mettre des PGE au début du confinement, il y a les banques qui étaient déjà prêtes parce qu'elles avaient mis de l'IA, la reconnaissance de caractère un peu plus intelligente, et puis ceux qui ne savaient pas faire, et donc ils n'ont pas eu le même niveau de réponse là-dedans. Mais après, la vision des dirigeants est clé parce que c'est celle qui va embarquer aujourd'hui l'entreprise sur les bons rails. Et aujourd'hui, c'est cette ligne de démarcation qu'on voit un petit peu qui prédomine, si tu veux, dans les acteurs de la cité de l'IA.
Après, il y a une autre ligne de démarcation qui est aussi sur les cas d'usage. Aujourd'hui, j'ai tendance à distinguer les cas d'usage qui sont dans des besoins périphériques de l'entreprise, qui sont nécessaires, hein. Les besoins, je dirais, autour des sujets de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines. On retrouve ça dans toutes les entreprises et aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur étagère qui sont matures et donc les entreprises les adoptent assez facilement. Là où les entreprises ont encore un petit peu de difficulté, c'est sur les sujets qui sont core business, qui sont vraiment dans le cœur de leur activité. En fait, elles hésitent encore pour certaines entre le faire in-house, ce qui peut être une solution quand effectivement il n'y a pas d'offreur sur le marché, ou au contraire, il y a aussi des cas qui sont critiques, qui sont liés à, par exemple, la mise au point de procédés ou la mise au point de molécules. En fait, aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui sont extrêmement matures, qui peuvent aider à le faire. Et donc, ce n'est pas forcément nécessaire de redévelopper in-house. Nous, notre travail au niveau de la Cité de l'IA, c'est aussi d'aider et de guider les entreprises à ne pas faire les mauvais choix. À nouveau, quand il y a une solution qui existe sur le marché, il est beaucoup plus intéressant d'aller vers cette solution dans la plupart des cas, plutôt que de refaire en interne, sauf évidemment, comme on l'a dit, pour des sujets qui n'existent pas vraiment ailleurs ou qui sont vraiment une sauce secrète interne de l'entreprise. Et en même temps, on va dire que Coca-Cola n'a peut-être pas besoin d'une IA pour mettre à jour sa recette. Alexandre, ma question, elle va être pour vous. Je pense que vous avez déjà deviné par rapport aux deux précédentes ce qu'elle va être. Quels sont, selon vous, justement, les secteurs qui doivent le plus se pencher sur la question parce que, justement, il y a vous l'aviez dit tout à l'heure, plein de cas d'usage, plein de résultats qui montrent que c'est possible. Quels sont les secteurs, les types d'entreprises qui doivent se lancer maintenant si elles ne l'ont pas déjà fait? Alors, c'est une question difficile à répondre parce qu'il ne faut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas le droit d'y aller ou qui ne devraient pas y aller. Je pense oui, c'est vrai. Que surtout le contre-exemple, c'est de dire dans des mêmes marchés ou des mêmes secteurs d'activité, on a des leaders qui ont décidé d'investir massivement. On a des banques qui deviennent des tech companies, voilà, de plus en plus. Donc ça, on voit bien, même sur le marché bancaire, il y a des banques qui sont très, très avancées. Des néobanques qui sont complètement digitalisées, avec des processus de KYC, de scoring, de Next Best Action qui sont complètement automatisés bout en bout. Elles ont été créées comme ça, d'accord ? Et d'autres qui sont en pleine transformation, qui sont encore sur des contrats de souscription papier, avec de la numérisation. Donc là, on est quand même très loin d'avoir toutes les données. Pour moi, le point, c'est il y a 4-5 ans, on avait des projets d'IA basés sur des volumes. Dès qu'on avait des gros volumes de call center, des gros volumes d'emails, des gros volumes de contacts, on mettait de l'IA pour industrialiser. D'accord ? Aujourd'hui, on essaie d'identifier là où il y a le plus de business impact. D'accord ? Donc, je donne 2-3 exemples. C'est là où on va créer le plus de valeur. Comme dans les telcos, aujourd'hui, on voit la transformation autour de la 5G et de la flexibilité des réseaux. Évidemment que ce n'est pas un ingénieur réseau qui va reconfigurer en temps réel le provisioning de l'ensemble du réseau. Donc, en fonction du capacity planning des usages, on a de l'IA qui va donc gérer les réseaux, parce que les réseaux vont se softwariser. D'accord ? Donc, on va gérer par des équipements qui sont physiques prédimensionnés. Tout va se reconfigurer en fonction de l'usage. Un stade de foot, un concert, une activité particulière, on aura une fluctuation des réseaux. Donc là, les telcos travaillent de plus en plus pour introduire de l'IA dans leur fonctionnement. Donc ça va être des mouvements massifs cœur business. Cœur business, on va investir beaucoup d'argent pour pouvoir chercher de la valeur. On a les mêmes exemples sur la partie pharma. On voit que le coût de lancement d'une molécule, en fait, c'est la loi de Moore inversée. C'est-à-dire que historiquement, c'était 1 million, 10 millions. Là, on va être plutôt autour de 1 milliard de dollars d'investissement pour une molécule. Donc, ça veut dire qu'avant de faire des tests en vie réelle ou des phases 2 cliniques, on va devoir faire du computer vision sur de l'analyse de molécules. Donc, on va multiplier les tests et on va utiliser de l'IA avec des caméras pour pouvoir avoir des modélisations particulières et optimiser les jeux de données, optimiser la collecte d'informations pour éviter de faire des sérialisations de tests, mais faire de la massification pour détecter au plus tôt des modifications ou des progrès. D'accord ? Et on a la même chose sur les banques avec des volumes de plus en plus importants et des fluctuations qui sont de moins en moins prévisibles. Voilà. On l'a vu avec le Covid, sur certaines positions, sur certaines actions, sur certains contextes. En fait, il faut rapidement se reconfigurer en termes d'analyse de risque, typiquement. Et donc ça, c'est des projets de transformation cœur business où l'IA va transformer ou va créer des nouveaux processus métiers. D'accord ? Donc là, on n'est pas en train de chercher des volumes de centres d'appel ou de contacts clients. On est en train de chercher là où on va créer le plus de valeur. Et on aura une déformation du PNL parce qu'une partie des revenus, ils seront directement liés à cette nouvelle capability. D'accord ? Donc aujourd'hui, la complexité, c'est de se dire, est-ce que je dois investir 100 000 euros, 1 million, 10 millions pour avoir quoi ? D'accord ? Donc cette équation, elle est complexe. C'est là-dessus qu'on travaille avec nos clients
pour pouvoir mesurer en fait le size of the prize. Je visais quoi en mettant quoi sur la table et est-ce que ça m'a apporté? Et puis on va y venir, est-ce que je dois le faire moi-même ou est-ce que je dois m'allier avec un acteur? Donc là, on a de plus en plus d'alliances aujourd'hui et on voit bien dans chaque secteur d'activité, on a une alliance entre un leader de la techno et un retailer, une pharma, etc. Voilà. Donc on les nomme plus ces alliances, on a plein, on en fait aussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui parce que c'est un partage de risques et c'est un partage de compétences. Merci Alexandre. Stéphane, quelle est la méthodologie, quel est le chemin que vous proposez à vos clients pour justement réussir cette transformation et cette intégration de cette technologie dans une approche rapide, puisqu'on a en effet, on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a une forme d'urgence, même si on n'a pas à rougir, c'était vos propres mots Stéphane, mais qu'est-ce que vous proposez comme méthodologie, quelles sont les étapes à suivre de façon très pragmatique? Écoutez, la première chose à faire, c'est la prise de conscience de la direction générale et de son comité de direction. Une fois qu'on a ça, vous avez l'adhésion, en fait, je dirais, du management et le reste de l'entreprise va suivre. Sinon, si vous restez à fonctionner avec des initiatives, je dirais, locales et loin, en fait, du management, eh bien, les métiers vont pas se sentir obligés ou ne vont pas comprendre le pourquoi vous leur imposez ce genre de choses. Si par contre, vous avez le management qui a adhéré, qui l'a mis en regard de ses objectifs, encore une fois, eh bien, l'ensemble de l'entreprise va comprendre pourquoi il est là, pourquoi on est en train de faire cette transformation. Donc, en fait, la première étape, c'est obtenir l'adhésion de la direction générale. La deuxième étape, c'est cartographier. Et donc, ça, c'est le schéma directeur IA. Et la troisième, c'est le déploiement industriel avec des méthodologies spécifiques. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'IA, ce n'est que la suite du système d'information. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, Manuel, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. C'est une autre façon de programmer. Ça s'opère encore par la DSI. Mais la DSI n'a jamais vu un modèle de sa vie. Elle n'a jamais vu de machine learning. Et donc, pour elle, il faut passer du DevOps au MLOps. Il faut faire de la supervision de modèles, ce qu'elle ne faisait pas avant. Il ne faut pas faire du maintien en conditions opérationnelles, mais du maintien en conditions intelligentes. Tout est nouveau. Et donc, il faut former la DSI. Il faut, ce qu'on fait nous, leur donner des kits méthodologiques leur permettant d'industrialiser le déploiement, comme ils l'ont fait, comme on a industrialisé le déploiement des développements. Là, on va industrialiser le déploiement de ces nouveaux modèles, or qu'ils soient intégrés dans des solutions ou fait in-house. Hein. C'est exactement pareil. Il va falloir être en mesure de maintenir tout ça. Après, la dernière étape, c'est bien sûr accompagner les métiers. Soit c'est bien intégré dans le poste, et c'est ce que nous recommande, soit vraiment ça vient en rupture. Et c'est une rupture sur la méthode de travail du métier. Et là, il faut l'accompagner. Parce que on risque le refus. Regardez, on a fait, nous, de l'aide à la négociation pour les commerciaux. Les commerciaux, nous, les meilleurs négociateurs du monde. Que voulez-vous que l'IA nous apporte? C'est normal qu'il y ait ce refus. Donc, il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut être à leur côté parce que ça vient remettre en cause leur métier. Donc, il y a ces 4 étapes qu'il ne faut pas oublier. Si on les oublie, eh bien, on va encore, on va se chercher, on va perdre du temps et aujourd'hui, il faut, pour industrialiser, il faut être structuré. Merci Stéphane. Manuel, peut-être pour toi, justement, quand tu lances un projet avec un industriel, avec un distributeur ou un acteur spécialisé, sachant qu'en plus, voilà, typiquement, ça, ce qui est intéressant avec le supply chain, c'est que c'est vraiment un process transverse, ça appelle beaucoup de structures dans l'entreprise, hein, évidemment de la DSI, de la finance, des opérations, potentiellement aussi du commerce. Enfin, c'est assez riche et c'est vraiment une épine dorsale.
Qu'est-ce que tu proposes, toi, en termes d'approche, de méthodologie, de recommandations pour justement réussir son sujet IA, peut-être en tant que VCA, mais également voilà, quand tu as des décideurs, quand tu as des chefs d'entreprise à la Cité de l'IA qui viennent te voir, qui viennent vous voir pour poser des questions, qu'est-ce que tu leur recommandes sur la partie méthodologie? Alors, je sais que tu as déjà évoqué la partie in-house et le fait de ça sert à rien de recréer de la roue à chaque fois. Il faut comprendre comment la roue fonctionne, ça c'est sûr, c'est ce que disaient Stéphane et Alexandre. Peut-être pas besoin de la recréer, à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, on est capable de le piloter en mode externe. Et quelles sont les recommandations additionnelles que tu pourrais faire ensuite? Alors, je rejoins celle qu'a dit que Stéphane, c'est-à-dire il faut un besoin business. C'est-à-dire on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Il faut un besoin business et il faut que le chef d'entreprise ou le manager ait la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution que l'IA pour vraiment traiter profondément son problème. Et c'est le cas pour beaucoup de sujets d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est marrant parce qu'on est obligé de faire un petit peu à l'envers. Au début, on disait il nous faut des données. Les gens ont tellement entendu ce message-là que des fois, avec trop de données, il y a une espèce de fourre-tout gigantesque dans lequel ils mettent tout. C'est comme si vous faites un cassoulet à la maison, vous invitez toute votre famille et que chacun vient avec un ingrédient, son ingrédient préféré. Si vous mélangez tout, ça va être un plat immonde. Donc, il faut commencer par la base. Et en général, dans le domaine de la supply chain, la base, elle est évidemment disponible, dès lors qu'il y a un minimum d'informatisation des transactions qui ont lieu autour du stock. Et à partir de ces éléments, je dirais, de base, qui prennent quelques jours à collecter, en réalité, c'est les transactions, c'est le référentiel des articles, etc. On n'est pas obligé de remonter non plus sur 10 ans d'historique, ça ne sert pas forcément à grand-chose. On commence à alimenter les modèles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, je fais un petit aparté technique 2 secondes, mais on passe de plus en plus d'ailleurs dans des modèles probabilistes qui permettent d'être beaucoup plus tolérants aux erreurs de données, ce qui fait qu'en fait, on peut activer le système et avoir des résultats qui sont utilisables pour la prod en quelques semaines. Et donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut juste passer à l'action, créer une équipe. Un point qui est très important, c'est d'avoir une équipe qui est assez autonome sur l'accès aux données et la prise de décision métier. Parce que s'il faut passer par des process compliqués pour demander à l'IT où sont les données, au métier, est-ce qu'on fait comme ci ou comme ça pour le process, c'est là qu'on fait des projets qui prennent des mois et des mois. Donc, créer une équipe qui a cette autonomie et qui a un mandat pour trouver des solutions qui fonctionnent. Et en quelques semaines, on peut avoir des solutions live sur des sujets aussi critiques que la supply chain. On l'a vu aussi sur des sujets d'optimisation de processus industriels. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une question d'agilité et de volonté, essentiellement. Merci Manuel. Alexandre, on en avait parlé avant même ce webinaire-là, donc évidemment la méthodologie d'IBM. Je pense qu'il y a un sujet qui a été évoqué par Manuel juste avant qui vous interpelle, c'est le côté de la relation avec l'IT, évoqué aussi par Stéphane d'ailleurs, avec le métier, et également la partie run. La partie run, parce que c'est vrai qu'on parle également du côté déploiement, c'était la question évidemment qui était posée, mais comment vous envisagez aussi la partie run une fois que cette partie déploiement a été faite? Donc, 2 questions, pour vous, Alexandre. La partie méthodologie et ensuite la mise en perspective sur le run, sur l'après-recommandation une fois que j'ai lancé ma chose. Et après, je poserai la question à tous les deux, Stéphane et Manuel. Sur la partie run, en fait, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on va bien démontrer la valeur et qu'on va bien répondre à la problématique en fait, qu'on veut traiter. Donc, le but, c'est pas de mettre en production use case par use case, c'est de comprendre sur j'en parlais tout à l'heure, de la chaîne de valeur, sur quel process on joue, d'accord, pour qu'on puisse avoir un effet mesurable. Ça ne sert à rien de mettre en place une solution d'IA si c'est pas instancié dans un processus, si c'est pas expliqué et si c'est pas utilisé au quotidien. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait de l'adoption des utilisateurs. Donc, nous, on l'a beaucoup fait, notamment dans la partie industrie 4.0, en allant sur le shop floor, en expliquant l'apport de l'IA, et ensuite, une fois que c'était déployé sur une ligne de production, c'est les directeurs de ligne de production qui ont eux-mêmes expliqué en fait l'apport de l'IA par démonstration, d'accord ? Et l'avantage, c'est qu'on s'est assuré que les use cases qu'on allait mettre en production dans une première version étaient sur le même process, d'accord ? Ça ne sert à rien de lancer plusieurs use cases un peu partout. Ce qu'il faut montrer, c'est une valeur métier et une cohérence bout en bout. D'accord ? Donc, on fait un focus particulier sur certaines données, d'optimisation de supply, de livraison, typiquement. Donc, on va déployer ce processus. On y va par la priorisation de métier et l'axe métier plutôt que déployer des composants IT comme on le ferait dans une chaîne de développement. D'accord ? Et parce qu'on a beaucoup vu des projets d'IA qui ne sont pas allés au bout, au-delà de la mise en production, il n'y a pas d'usage. Donc, après, ça s'arrête. Le gros inconvénient ou l'avantage de l'IA, c'est que quand on ne touche pas, en fait, ça s'éteint tout
parce qu'il faut continuer à l'entraîner, il faut continuer à l'enrichir. Et donc, c'est un continuum. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, qu'on installe, qu'on branche, qui tourne tout seul. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut entretenir. D'accord? Et celui qui l'entretient, c'est le métier. Ce n'est pas l'IT, c'est vraiment le métier. Sur la banque, c'est le conseiller clientèle. Dans l'industrie, ça va être celui qui est en charge des procédés, ou de la maintenance prédictive, ou de la supply chain, qui va entraîner ce procédé, et l'IA, pour s'assurer que ça fonctionne bien. D'accord? Et l'autre point aussi en termes de run, c'est que au début, tout est facile, tout est rose, parce qu'on prend les gros sujets, on prend les gros symptômes, et ça va bien. À un moment donné, là où ça commence à être complexe, c'est comme tout, c'est comme le système d'information que mentionnait Stéphane tout à l'heure. En fait, on met un ERP en place, il fonctionne toujours bien quand c'est le premier. Ce qui se passe, c'est quand on commence à avoir 20, 30, 40, 50 use cases à l'échelle et que tous discutent entre eux. Voilà. Donc, chacun fait sa portion de use case, mais personne n'a compris qu'il y avait une urbanisation, une architecture fonctionnelle de tout ça et qu'ils allaient tous s'interconnecter. Donc là, on commence à créer des dépendances et on a des régressions, des impacts. On n'arrive plus à maîtriser ce qui se passe. Et c'est là où on a une courbe qui redescend. On met de la valeur, et après on en perd. Voilà. Donc là, ça demande de l'entretien, de la maîtrise, de la supervision, à la technique et métier. D'accord? Donc ça, c'est de nouveaux types de compétences qu'on introduit chez nos clients pour leur expliquer qu'au-delà du DataOps ou du MLOps, il y a vraiment une vision bout en bout des métiers pour s'assurer que l'IA reste pérenne. Voilà. D'accord? Parce qu'il y a de très, très nombreux projets aujourd'hui, notamment sur la place de Paris, qui ont atteint cette asymptote. Et aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire. Est-ce qu'on doit démanteler l'IA? Est-ce qu'on doit transférer? Est-ce qu'on change de techno? Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on a fait la première vague qui n'est pas allée au bout. Et donc, les personnes qui étaient réticentes en fait, à ce dispositif l'utilisent comme un contre-argument. Donc, c'est plutôt une problématique de méthodologie de déploiement qu'un enjeu technique, encore une fois. Ouais, ce qui veut dire un petit peu quelque part que la prise de conscience, elle est évidemment dans l'urgence, évidemment que c'est important, que c'est un game changer. Stéphane le rappelait avec Limonade et d'autres use cases, et que la prise de conscience, on ne peut pas s'arrêter au milieu du gué. C'est une vraie marche, elle apporte de la valeur. Maintenant, on y va avec des moyens. On en avait parlé ensemble, Alexandre, mais évidemment, ce n'est pas parce que je recrute un data scientist que je suis capable de faire de l'IA, aussi bon soit la personne en question. Ça, j'imagine aussi, Stéphane, que ça fait partie des écueils sur lesquels vous essayez justement de lutter quand vous parlez, d'enlever des idées un peu préconçues qu'on peut avoir, de juste mettre une ou deux personnes expertes en data et que ça fera une stratégie de data. C'est pas, le schéma directeur est largement plus ambitieux et va plus loin que ça, j'imagine. Oui, surtout la gouvernance de l'IA, parce que finalement, on peut faire un schéma directeur à partir du moment où on a une vision stratégique qui intègre la valorisation de la donnée, et surtout, on a mis en place une gouvernance de l'IA. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont vécu la partie innovation et ont plein d'initiatives un peu partout, ils ont testé des trucs. Il faut être capable de les réintégrer. De les réintégrer dans le schéma directeur pour les valoriser. Donc, il ne faut pas laisser derrière en fait, ce qui a été fait, il faut l'emmener, mais il faut le structurer. Donc, vision stratégique, gouvernance de l'IA, schéma directeur, et je rejoins tout à fait Alexandre, des KPIs. Surtout avoir des KPIs pour montrer au métier que pendant le déploiement, autant ça va leur demander un effort, autant ils vont être capables de voir en temps réel l'apport en termes de performance. Nous, on voit beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui ont fait des déploiements sans ces KPIs. Et au final, les métiers disent oh, bah, à quoi ça sert? Et on a perdu notre temps, on a perdu tout parce que on a un métier qui ne voit pas, qui n'adhère pas. Et donc, moi, ça me semble vraiment essentiel d'intégrer dans la démarche, rapidement, en fait, cette partie KPI. Merci Stéphane. J'ai peut-être envie de finir cette session, parce qu'on a commencé il y a 50 minutes maintenant. Quel est votre meilleur souvenir, Alexandre, et votre pire souvenir, justement? Le meilleur souvenir, ça peut être évidemment un projet réussi ou bien un business case qui vous a marqué dans le monde ou en France. En France, ça serait évidemment encore mieux. Et également,
voilà, un échec, une sorte de ligne à ne pas suivre justement face à l'urgence qui est devant nous. Moi, je vais commencer par l'échec, c'est plus simple. Même si en France, on n'aime pas parler des échecs, mais alors c'était un cas d'usage, typiquement, on faisait de la reconnaissance visuelle de défauts dans des matériaux textiles. Voilà. Tout s'est bien passé, on a fait les tests à Paris, tout marchait bien, et on a fait 6 à 8 semaines d'implémentation technologique. Et quand on a vu le métier, ils nous ont expliqué qu'en gros, c'était une usine au Mexique, et que la solution à 200 000 euros représentait en fait les 4 salaires en fait, des personnes qui travaillent dans l'usine en recherche du contrôle qualité. D'accord ? Donc là, on s'est trompé en fait. On s'est trompé parce qu'en fait, on est parti sur une assumption de dire on va mettre des caméras, on va mesurer les taux de défaut sur certaines toiles textiles, typiquement, avec une certaine ingénierie et une précision qui était très élevée. Mais on n'a pas pris en compte le bout en bout, qui était le patron d'usine, s'il a 4 personnes qui le font déjà, qui sont formées, qui sont là, quel est l'intérêt ? D'accord ? Et donc, en fait, on était trop confiant sur le fait qu'en partant de la technologie et de la performance de l'IA, on allait révolutionner cette industrie. D'accord ? Et on n'a pas pris en compte le contexte de la chaîne de production, de la localisation. D'accord ? Et ce qui a été le deuxième point bloquant, c'est qu'on l'a vendu au patron d'usine, mais on ne l'a pas vendu au global. D'accord ? Et ça, c'est la problématique que je voulais juste adresser. C'est qu'en France, on a des visions qui sont très use case par use case, qui sont très héroïstes en fait par use case, mais parfois il n'y a pas de ROI par use case. D'accord ? Le ROI, il sera pour une collection de use cases au global. Et les premiers use cases seront déficitaires entre guillemets parce qu'ils vont devoir mettre en place un certain nombre de fondations que l'entreprise n'a pas. La collecte de données, typiquement cette entreprise n'avait pas d'accès au système d'information, n'avait pas d'accès aux lignes de production, c'était des clés USB à brancher sur les machines. Bon, tout ça a un coût, donc si on fait qu'un seul use case, par défaut, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc on s'est trompé là-dessus et ça n'a pas bien fonctionné. Hein. Donc ça, c'est plutôt l'expérience qui ne marche pas bien. Voilà. Et sur l'expérience qui marche bien, moi je pense que c'est plutôt une expérience métier, c'est qu'on a fait un test dans une logique de RegTech Factory, donc tout ce qui est sur la régulation et la compliance dans la banque. D'accord ? Ça a extrêmement bien marché, on a un facteur 5 par rapport à ce qu'on pensait faire en termes de performance. Voilà. Et ce qui a super bien marché, c'est que les métiers ont compris tout de suite, parce qu'en fait, ils ont compris l'impact de l'IA sur leur business, ça leur a plu, ils ont fait eux-mêmes le kit de com, et ils en ont parlé à tout le monde. D'accord ? Ouais, ils sont appropriés, ils étaient… Tout le monde a compris l'histoire parce que c'était expliqué par des non-initiés à des non-initiés. D'accord ? Et donc tout le monde en voulait, et du coup, dès le début, on a pu massifier le projet et arriver tout de suite avec une vraie demande, parce que le problème, c'est la partie de la supply and demand. Hein. On pousse depuis l'IT pour déclencher du besoin métier. Là, c'était l'inverse. On avait des besoins métiers qui étaient structurés et on n'a plus qu'à implémenter. Merci Alexandre. Merci, c'est très clair. Stéphane, un succès et un échec dont vous aimeriez parler. C'est vrai qu'on est français. Vous avez raison Alexandre. On parle des échecs, on ne devrait pas. Mais allez, on assume un peu. On parlait cassoulet tout à l'heure, donc on va quand même assumer le côté français. Un échec et un succès, Stéphane. Moi, je dirais un mauvais souvenir. C'est une rencontre, une réunion avec le chef de cabinet du PDG d'un de nos grands, une société d'accessoires automobiles français, qui me dit, de toute façon, nous on a décidé de ne pas avoir de CDO, et qu'est-ce qui me prouve que l'IA amène la performance dont vous me parlez? Et en fait, là, je me suis dit, bah, c'est mort, c'est foutu. Il faut que je change de métier. Mais en fait, non, c'était mon métier. C'était de convaincre, en fait, d'être le porteur de ce message. Alors, ma meilleure expérience, je dirais que je l'ai tous les jours, c'est quand je convainc un comité de direction du bien fondé de l'apport de l'IA, et qu'au bout de 3 heures de masterclass, je vois en fait tout le monde me regarder avec un grand sourire et me dire « Ah oui, on a pensé à plein de cas d'usage, voilà tout ce qu'on pourrait faire. » Eh bien, ça, c'est un vrai reward, c'est un vrai bonheur de voir que le message passe, la prise de conscience est là, elle est facile, et qu'on va transformer notre entreprise. Merci Stéphane. Manuel, même question. Oui, alors un point très important qu'a souligné Stéphane tout à l'heure, c'est la mise en place de KPI. Et en tant que jeune entreprise, on était parmi les pionniers à faire de l'IA au début des années 2010. On a, chez un client retailer, déployé notre solution, et on avait, nous, des analyses qui montraient que
les performances étaient extrêmement élevées, mais on n'avait pas su faire le lien entre nos KPI et ceux du client, même si sur le terrain, les chiffres le confirmaient. Et ce qui fait que le projet, la valeur du projet n'a jamais été perçue et qu'il a fini par s'arrêter quelques années plus tard. Donc ça, c'est un échec, moi, qui m'a beaucoup appris, parce que j'ai vraiment compris pour la première fois l'importance, effectivement, de parler au métier dans son langage et d'embarquer tout le monde, en fait, très tôt. Et à l'époque, on était effectivement très, très peu nombreux à parler d'IA, et donc c'était une découverte plus qu'une expérience encore, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient passés par ces chemins-là avant nous. Donc ça, c'était à la fois un mauvais souvenir, mais en même temps, c'était une expérience qui nous a permis à l'entreprise de beaucoup apprendre. Et puis, des bons souvenirs, j'en ai deux qui me viennent immédiatement à l'esprit. Le premier, c'est il y a quelques années, j'étais en vacances, je suis allé faire des courses dans un magasin dont je savais qu'il utilisait notre solution pour son approvisionnement. Et donc, arrivé en caisse, je pose la question à la caissière, qui était aussi la patronne du magasin, parce que c'était un petit magasin. Est-ce que vous utilisez Vecchia? Elle me dit, ah oui, ah. Et je lui dis, vous êtes contente? Elle me dit, ah bah, vous ne pouvez pas savoir, depuis qu'on a ça, en fait, je revois mes enfants. Parce qu'en fait, la gestion automatisée du stock de son magasin lui permettait de dégager 1h30 tous les jours, en fait, sur son temps personnel qu'elle faisait en général le soir après la fermeture. Et donc ça, c'est un retour qui fait évidemment très chaud au cœur. L'autre exemple, c'est pendant la pandémie, un de nos grands clients utilise notre solution pour approvisionner des stocks de produits qui sont stratégiques. Et le confinement l'a rendu incapable d'opérer normalement. Et grâce en fait, au niveau d'automatisation qu'on a pu obtenir supérieur à 99%, en fait, il a pu continuer ses opérations malgré le fait qu'il était complètement désorganisé et avoir une continuité de service sans laquelle on aurait eu tous des gros problèmes en fait, pendant cette période de confinement. Donc, c'est aussi une grande fierté pour les équipes Vecchia d'avoir été un acteur de cette réussite-là. Merci Manuel, c'est très clair aussi. Je pense qu'on a plusieurs questions, je pense qu'on a répondu à la plupart pendant cet échange, mais j'en ai une que je vous soumets à tous. Je ne vais pas dire en guide de conclusion parce que je pense qu'on pourra en faire une rapide, même si on va bientôt dépasser l'heure. La question en fait est la suivante, la remarque, elle est l'IA est mise en place dans une entité, dans une entreprise avec de multiples outils. La méthodologie mise en place pour chaque outil ou technologie est la clé de la réussite de l'IA au sein de nos sociétés. En gros, c'est est-ce que on doit à un moment donné avoir cette approche même qui devient un peu best of breed sur aussi la partie IA. Comment on gère cette complexité en fait des outils au sein d'une structure? Je vais peut-être laisser Alexandre répondre en premier. Alors, c'est de mon point de tout début, quand je parlais de Watson Studio, c'est-à-dire que la demande de nos clients, ce n'était pas de faire que du Watson uniquement, par exemple. Et donc, de Watson Studio, on est capable d'agréger un certain nombre d'autres solutions et d'avoir une vision unique, en fait, de la construction des modèles, la supervision et les déploiements des modèles. Donc, je pense qu'on est plutôt dans une logique un peu de poupée russe, avec un certain nombre d'outils. Il y a des outils qui vont être très précis ou qui ont des technologies propriétaires pour d'autres. Et puis, on a de plus en plus de frameworks globaux sur lesquels les entreprises s'appuient pour pouvoir agréger à la fois des méthodologies différentes, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes méthodos, mais surtout d'avoir un repository de toutes les librairies d'algorithmes en fait ou de use cases disponibles. D'accord. Donc c'est pas révolutionnaire, hein, c'est une évolution d'outils. Ça reste comme une clé sur la partie versioning, savoir ce que les gens font. Ce qui est clair aussi, c'est d'avoir une bonne gouvernance. Je reprends Stéphane. Hein, si on ne sait pas ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, forcément, il n'y a pas une bonne méthodologie. La méthodologie, déjà, ça répond à un vrai besoin de s'organiser dans les travaux. Et d'un point de vue technique, aujourd'hui, je pense que il y a une multitude d'outils qui ont tous leurs particularités, mais en tout cas, on est très, très bien outillés aujourd'hui pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc, c'est pas une problématique technique, c'est une problématique pour moi de gouvernance et d'organisation. Et là, je vais aller sur ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la problématique aujourd'hui des entreprises, c'est de définir le futur operating model. Et qu'on a un operating model, en fait, besoin, implémentation de besoin, livraison, voilà, un modèle un peu classique d'AMOA et de MOE. Aujourd'hui, on est dans des modèles qui sont complètement hybrides, sur lesquels on n'est pas encore confortable. Disons, c'est la DSI, c'est les métiers, c'est l'ensemble de l'organisation qui doit trouver ses marques dans ces nouveaux modèles en cohabitation avec le modèle historique. C'est-à-dire qu'on a des DSI qui sont dans un mode hybride avec des nouvelles méthodologies puis des anciennes. Et tout ça doit cohabiter et avec des métiers qui fonctionnent dans des nouveaux modèles, voilà, et des métiers qui fonctionnent encore dans des modèles historiques sur les fonctions support, les fonctions financières, etc. Et donc tout ça doit fonctionner ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le challenge qu'on a.
en 2021 et 2022, c'est de trouver le futur modèle de l'organisation, parce qu'on parle des silos, mais globalement, dans les silos, on est tous aussi très confortables. Hein. On sait ce que fait le marketing, on sait ce que fait la DAF, on sait ce que font les sales. Quand on parle de vision transverse d'entreprise complètement unifiée ou libérée, ça devient plus compliqué de savoir ce que font les gens. En plus, on n'est plus au bureau. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision bout en bout qui est nécessaire pour garder l'unicité de la vision et de l'implémentation. D'autant que je rajouterais que non seulement il faut préparer l'avenir, mais il faut en plus gérer l'existant. Les deux doivent se faire de façon concomitante. Stéphane, la même question et pareil dans l'approche pour la conclusion. Écoutez, moi, vous l'avez entendu, hein, j'ai pas cessé de dire, c'est la méthodologie qui va primer et en fait, c'est ce qui va nous sauver de la complexité, parce que la complexité, elle est là. Hein, la data est dans un état comme elle est née en fait depuis 40 ans. Les systèmes sont disposés de différentes manières. Maintenant, il faut agréger. L'IA, ça impose une vision transversale de la captation, de la collecte de la donnée. Ça impose un travail transversal en fait de tous les systèmes d'information et donc on ne s'en sortira qu'avec de la méthodologie. Sinon, bon, ça va être de l'artisanat et ça va pas tenir longtemps. Je rejoins tout à fait Alexandre et Emmanuel là-dessus. On est là pour construire des solutions qui vont durer, qui vont amener de la pérennité. On dit que le système d'information, et tout ça, ça a été fait parce qu'il y a eu de la méthodologie dans les DSI. Il faut qu'il y ait les mêmes méthodologies pour le déploiement de l'IA. Ça tombe sous le sens. Merci Stéphane. Manuel, même question, même conclusion, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Si, je vais faire le choix de reprendre la même conclusion parce que c'est un point qui est vraiment, réellement extrêmement important. C'est que la méthodologie fait le résultat très fortement. C'est un point qu'on a identifié. Alors là, je parle avec ma casquette cité de l'IA. On a promu d'ailleurs la création d'une compétence qu'on appelle chef de projet d'intelligence artificielle. On a fait reconnaître, c'est la première compétence qui a été reconnue au niveau national là-dessus, donc qui permet en fait aux équipes qui mènent des projets d'IA de savoir les mener avec les compétences spécifiques de l'IA pour avoir de l'agilité, de la rapidité qui est nécessaire aussi, et puis comprendre aussi les spécificités de l'IA. Et une d'elles qu'on n'a pas mentionnée, mais qui est très importante aussi dans le succès, c'est d'aborder les problématiques d'IA avec de l'éthique, puisque finalement, c'est ça qui fait que le projet il peut trouver sa place à long terme dans les organisations, en étant accepté et par les consommateurs, et par les clients, et par les personnels. Merci Manuel. Écoutez, je pense que voilà, on a abordé plusieurs sujets. De toute façon, on pourrait y passer vraiment des heures et des heures. C'est absolument évident, surtout que c'est passionnant par rapport à vos propres parcours. On peut retenir évidemment que l'urgence, oui, elle est là parce que l'urgence, elle est là de traiter le sujet, de s'y préparer, de mettre en place son organisation. Et en même temps, il n'y a pas à avoir peur puisque les briques, elles existent. Comme l'a dit Alexandre, Manuel, Stéphane, vous l'avez tous dit, pardon. Globalement, ça existe. Donc, à un moment donné, c'est une volonté, c'est une orchestration, c'est une méthodologie qui va permettre de pouvoir implémenter ça. Mais l'urgence, oui, elle est là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir face à cette urgence. Il y a réellement des solutions qui existent et de nombreuses compétences, en particulier en France. On a quand même la chance d'avoir des initiatives telles que la tienne, Manuel, d'avoir également votre expertise de grands cabinets internationaux intégrateurs comme vous, Alexandre, d'avoir également des spécialistes, Stéphane, comme vous, qui sont présents à tous les niveaux justement d'organisation pour faire cette transformation. Je pense que oui, il y a une urgence, mais on peut être confiant pour l'avenir. En tout cas, merci à tous. C'était très intéressant de passer ce moment avec vous. Merci pour les questions. N'hésitez pas évidemment de les poser ensuite sur les fils de discussion qui suivront la publication de ces différentes vidéos. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.